Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo un peu moins formelle, une vidéo où je vais parler un peu plus ouvertement et je vais surtout essayer de répondre aux 5-6 questions qu'on me pose le plus. Ou alors les 5-6 questions qui m'agacent le plus. En vrai, je pense qu'il y a un petit peu de vrai dans ces deux phrases. Vous l'avez bien vu, le marché des crypto-monnaies explose, Bitcoin est proche des 100 000 $, la plupart des petites crypto-monnaies se réveillent aussi, en tout cas dans les 10 derniers jours, il y en a beaucoup qui ont surperformé Bitcoin et il y a évidemment les mêmes questions qui arrivent à chaque cycle, qui arrivent de partout. Et c'est pas parce que ce sont des questions super basiques que ce sont pour autant des questions qui ont des réponses super simples. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles m'agacent autant. Quel prix est-ce que Bitcoin pourrait atteindre? Globalement, quel prix moi je vise sur Bitcoin? Est-ce que l'Ether, qui pour l'instant est en retard vis-à-vis de Bitcoin, va rattraper son retard ou non? Comment est-ce que je fais travailler mes stablecoins? Que ce soit des stablecoins qui viennent de crypto-monnaies que j'ai vendues et dont je me suis désexposé, ou au contraire des stablecoins que je garde sous le coude en attente de pouvoir les investir. Et globalement, est-ce que ce cycle est similaire au précédent? Parce que vous vous en doutez bien, beaucoup de monde regarde le passé pour espérer avoir un cycle très similaire et anticiper ce qui pourrait se passer pour réaliser un maximum de profit. Bref, vous l'avez compris, et surtout si vous me connaissez, j'ai pas de boule de cristal, je ne vois pas l'avenir et je ne peux absolument pas répondre avec certitude à ces questions. Quoi qu'il arrive, il y a des vérités derrière ces questions et il y a mes propres convictions que je peux évidemment vous partager. Mais ça ne constitue en rien un conseil en investissement, et ce qui donne de la pertinence à une position et à la façon qu'on a de gérer un portefeuille, c'est la capacité à s'adapter et à évoluer cette dernière position. Il faut être capable de revoir ses objectifs à la baisse s'il y a de nouveaux éléments qui vous rendent plus pessimiste sur l'évolution du marché, et au contraire, être capable de revoir et réajuster certains de vos objectifs à la hausse si vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles informations qui viennent soutenir durablement et apporter de la confiance au marché. Et c'est pour ça que je me prononce aussi peu. Tout simplement parce que si vous regardez une seule de mes vidéos, que vous prenez ces informations pour argent comptant, que vous définissez votre stratégie et vos objectifs autour, vous risquez de manquer certaines évolutions, certains pivots ou certains changements de position que je vais moi-même appliquer à mon portefeuille. Et votre stratégie ne sera plus aussi pertinente pour une seule et unique raison, elle sera basée sur un instant T, un moment précis, une analyse, mais non pas l'évolution, la flexibilité et surtout l'adaptabilité que l'on doit avoir quand on désire investir dans le monde des crypto-monnaies. Bref, le disclaimer a assez duré. Soyez prudents, prenez du recul, n'oubliez pas qu'investir comporte des risques et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir justement suivre l'évolution de ma position, mais également parce que j'analyse les facteurs exogènes et les actualités qui peuvent venir justement renverser la tendance. Le tout premier point. Quel prix est-ce que Bitcoin peut atteindre? Cette question, c'est celle qui m'agace le plus. Pour la simple et unique raison que la réponse ne peut pas être simple, et surtout que la réalité, c'est que je n'en sais rien. Et surtout, ce qui m'agace le plus, c'est même pas la question, mais c'est la réponse que les gens attendent. Il y a même des personnes qui, quand je leur dis très honnêtement que je n'en sais rien, parce que je n'en sais rien, les personnes réagissent mal ou me disent « Pas toi, t'as forcément une théorie ». Oui, mais justement, c'est une théorie et c'est absolument pas une attente. Pour pouvoir vous répondre honnêtement, il faut plutôt que je vous dise quels sont les paliers que j'aimerais atteindre et ceux que j'ai visés pour prendre du profit. Le premier palier est déjà atteint. Il s'agissait des 100 000 $. Et pour être franc avec vous, j'ai une position qui n'est pas très gourmande. Les autres paliers que je guette sont des paliers à 110 ou à 120, voire même 125 000 $. Selon moi, il faudrait que le marché soit dans une autre configuration pour aller chercher une valeur beaucoup plus haute, en tout cas sur du court terme. On a vu l'arrivée du retail, des particuliers, et l'euphorie que ça peut créer en poussant la hausse des crypto-monnaies. Depuis début 2024, les institutions, avec BlackRock et les gros fonds d'investissement de ce monde. Maintenant, le dernier changement d'échelle pourrait venir des États qui commenceraient à constituer des réserves sur le Bitcoin. Il y a déjà eu le Salvador, potentiellement les États-Unis qui vont créer une réserve en Bitcoin, mais ce serait vraiment pour moi un game changer et ça me permettrait de revoir mes objectifs à la hausse si d'autres pays commençaient à se positionner et surtout à annoncer publiquement s'être positionnés sur le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, Bitcoin et Ether, les deux plus grosses crypto-monnaies, représentent des positions que je gère bien différemment d'autres dans mon portefeuille crypto. C'est-à-dire que même quand j'ai vendu des Bitcoins et que j'ai enregistré du profit, je ne vends plus toute ma ligne. Sur Bitcoin, je m'expose plus ou moins, je réduis mon exposition ou au contraire, je l'augmente, mais même si j'atteins le dernier palier que je vise, qui est aujourd'hui autour des 125 000 $, je ne vendrai pas toute ma position. Pour la simple raison que dans le passé, à chaque fois que j'ai liquidé 100% de cette ligne, je l'ai regretté, et même si j'en ai vendu une certaine partie, c'est justement pour avoir de la liquidité et pour être capable d'en racheter et de consolider cette ligne si Bitcoin nous offre de nouveaux prix plus abordables. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce qui est regardé, c'est la limite des 90 000 $, et que globalement, tant qu'on est au-dessus des 90 000 $ par unité pour Bitcoin, on est toujours dans une tendance haussière à court terme. Le reste et les différents paliers qu'on peut espérer atteindre vont évoluer en fonction d'éléments exogènes, de l'évolution de la régulation de certaines politiques ou, comme je vous l'ai dit, de l'évolution des réserves de certains États. Pour finir, si vous voulez prendre du profit
court terme, c'est pas forcément Bitcoin la meilleure crypto-monnaie aujourd'hui. Non pas parce qu'elle n'est plus intéressante et parce qu'elle ne peut pas encore offrir de la performance, mais tout simplement parce que en à peu près 2 ans, c'est-à-dire janvier 2023, Bitcoin est passé de 17 000 $ à 100 000 $. C'est-à-dire une performance d'à peu près 570% de hausse. Même s'il peut encore offrir un peu de performance, c'est dans les 2 dernières années, quand il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait aux crypto-monnaies, notamment à Bitcoin, et quand on réalisait du contenu pour préciser que c'était potentiellement un bon point d'achat. Aujourd'hui, et dans une tendance haussière folle, se positionner sur Bitcoin pour espérer faire du profit court terme ne semble plus être la meilleure option. Soit faut vous tourner vers d'autres crypto-monnaies qui n'ont potentiellement pas encore profité de cette hausse, soit vous pouvez vous positionner sur Bitcoin, mais à ce moment-là, ce que vous devez changer, c'est l'échelle de temps que vous visez. Je suis toujours convaincu par la valeur ajoutée qu'apporte Bitcoin, et sur une échelle de temps à 3, 6, 9 ans, Bitcoin est toujours aussi pertinent. Comme certains le disent, la question c'est pas de savoir si Bitcoin atteindra 150, 200 ou 250 000 $, mais plutôt quand. Et sur le temps long, c'est tout à fait envisageable. Malgré tout, quand tout le monde se jette sur les crypto-monnaies comme en ce moment, il est plus délicat de réaliser un gros profit court terme, notamment sur les plus grosses valorisations comme Bitcoin qui a déjà, en partie tout du moins, profité de cette hausse. La deuxième question, c'est est-ce qu'Ether peut rattraper Bitcoin? Alors, je le précise, je ne vous parle pas du tout du fait qu'un Ether peut se valoriser autant qu'un Bitcoin, sur le court terme en tout cas. Quand je vous parle de rattraper Bitcoin, c'est-à-dire offrir une performance plus ou moins similaire à celle que Bitcoin vient de nous offrir, c'est-à-dire ce fameux 5 ou 600%. Ether, au plus bas, s'est rapproché des 1200 ou 1300 $, il est aujourd'hui à 4000 $, mine de rien, c'est quand même une sacrée performance, mais il est très clairement en retard vis-à-vis de Bitcoin. Personnellement, je pense qu'il peut s'en rapprocher. Encore une fois, c'est une conviction personnelle, mais Ether n'a pas le même calendrier que la plupart des autres projets, qui s'intéressent à la scalabilité et qui veulent offrir tout de suite aux investisseurs qui sont plus impatients que jamais. J'ai découvert Ether en fin 2016 et depuis, ils ont toujours innové. Ils ont réussi des challenges techniques et réussi certaines choses que certains pensaient impossibles dans l'écosystème blockchain. Et pour le coup, ils ont toujours respecté leurs propres règles et ne se sont pas laissés mettre la pression par le reste du marché. Aujourd'hui, certains investisseurs préfèrent d'autres crypto-monnaies, ce qui se comprend totalement, comme je l'ai abordé dans la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et les annonces qui ont été faites, notamment sur des modifications et des améliorations du réseau Ether, sont prévues pour 2028 ou 2029, notamment la Beam Chain qui va faire évoluer ce qui est aujourd'hui la Beacon Chain. Ça va apporter beaucoup de choses, notamment de la scalabilité, ça va réduire les frais, ça va augmenter la rapidité du réseau, mais comme vous l'avez compris, on parle pas du tout de modification dans quelques semaines, pour la simple raison qu'aujourd'hui Ether est trop important, que ce soit pour les Layer 2, que ce soit pour tout cet écosystème, mais c'est surtout l'un des réseaux les plus capitalisés. La moindre erreur, le moindre problème pourrait avoir un impact désastreux sur l'entièreté des crypto-monnaies, la DeFi ou encore les NFT. Encore une fois, mes convictions long terme sur Ethereum n'ont pas changé. Et c'est pourquoi je pense que les investisseurs pourraient réévaluer la confiance qu'ils ont en cet actif, en tout cas pour le moment. Donc, rattraper le retard qu'il a sur Bitcoin, pourquoi pas, en tout cas s'en rapprocher, c'est ma conviction personnelle. Et sur les 10 derniers jours, on voit que l'Ether a récupéré un petit peu de force et de performance vis-à-vis de Bitcoin. Je pense qu'on aura encore quelques momentum de ce genre sur ce cycle haussier. Sommes-nous en alt season? Cette question, elle est trop délicate à répondre. J'ai essayé de faire une vidéo et je pensais que ça allait atténuer les questions qu'il y avait dans ce sens-là, notamment très récemment sur ma chaîne YouTube. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde n'a pas la même définition. Si on regarde la définition mathématique d'une alt season, c'est en regardant toutes les coins alternatives, toutes les plus petites crypto-monnaies, combien dans le top 100 ont surperformé, donc ont fait mieux que Bitcoin sur 90 jours. Quand ce chiffre dépasse 75%, la plupart des indicateurs considèrent que nous sommes en alt season. Malgré tout, la plupart des gens, pour eux, c'est pas ça une alt season. Déjà, alt season, c'est un terme qu'on utilise depuis 2021, depuis qu'on en a vraiment connu un cycle où Bitcoin performe et après Bitcoin, toutes les plus petites crypto-monnaies explosent. Et ça dure généralement longtemps, c'est-à-dire 4, 5, 6, des fois même jusqu'à 10 mois. Et donc, pour la plupart des gens, le fait que sur 90 jours, Bitcoin sous-performe 75% du top 100 du marché ne suffit pas à dire qu'on est en alt season, puisque ça doit être un temps plus long. Et donc, à ce moment-là, et en regardant différentes définitions, on peut pas répondre et affirmer avec certitude que nous sommes en alt season. Je vais même vous dire pire que ça. En fonction des indicateurs que vous regardez, imaginons que vous regardez par exemple le nombre de coins qui ont surperformé Bitcoin, non pas sur 3 mois, mais sur 1 an, quand vous pouvez officiellement dire que nous sommes en alt season, eh bien ça veut dire que 75% des coins ont déjà performé Bitcoin. Donc même si c'est ces indicateurs que vous regardez, ça sert à rien d'attendre d'avoir une réponse positive à cette question pour vous positionner. Et c'est souvent ça que les gens ont derrière l'esprit quand ils demandent est-ce qu'on est en alt season ou pas encore.
d'accord. Tout ça pour vous dire que n'attendez pas d'avoir un alignement des convictions de tout le monde pour vous positionner. Si vous attendez simplement que tout le monde s'intéresse aux crypto-monnaies, que tout le monde soit d'accord pour dire que ça y est, c'est le bon moment, ben c'est déjà plus le bon moment, ce sera trop tard parce que vous arriverez après la masse. Et évidemment, c'est quand tout le monde achète et quand tout le monde rentre qu'il y a une valorisation et potentiellement que vous allez générer de la performance et des profits sur vos convictions que vous avez pris plus tôt quand il y avait moins d'informations, moins d'indicateurs et naturellement plus de risques. Comme j'aime le dire, l'argent rapide existe uniquement parce qu'on peut le perdre rapidement. Si vous réalisez des gros profits, c'est aussi parce que vous avez pris des gros risques. Et donc si vous attendez qu'il n'y ait plus aucun risque du tout pour vous positionner, eh bien vous risquez de ne jamais vous positionner, tout simplement. J'ai fait un tweet cette semaine en disant que les altcoins se réveillaient. Et c'est vrai, quand on regarde le nombre de petites crypto-monnaies dans le top 100 qui ont surperformé Bitcoin sur les 10 derniers jours, il y a eu un très gros mouvement. La dominance de Bitcoin, un indicateur que je vous avais dit de regarder pour analyser justement cette question de l'alt season, a baissé. C'est-à-dire que Bitcoin est passé d'une représentation de presque 60% de la valeur de toutes les crypto-monnaies à 52% sur 10 jours. C'est une baisse énorme. Pourquoi? Parce qu'Ether a rattrapé un peu de son retard et toutes les autres crypto-monnaies aussi. Et quant à la question de est-ce que ça va durer 4, 5, 6, 7 mois, historiquement ça a été le cas. En tout cas, ça dure pas que 2 semaines. Malgré tout, je suis évidemment incapable de vous le dire. C'est pour ça qu'il faut être capable de prendre des profits. Et dès que vous commencez à avoir réalisé de sacrés profits, je vous le conseille fermement. Quitte à vendre un petit peu trop tôt, n'hésitez pas à récupérer rapidement votre mise initiale. Vous aurez moins peur de perdre, vous serez plus à l'aise, vous serez potentiellement capable d'aller chercher une plus haute chandelle et de réaliser de plus gros profits, mais tout d'abord, commencez toujours par limiter les risques que vous avez pris et récupérer tout ou partie du capital que vous avez investi à la base. Et plus vous êtes débutant, plus je vous conseille, très honnêtement et très sincèrement, d'être petit joueur et de vous contenter de gains plus légers. Mieux vaut être un petit gagnant qu'un perdant, surtout quand on fait sa première expérience, puisque c'est celle qui, en plus de vous offrir potentiellement un profit, va vous donner une expérience très importante qui vous permettra de profiter encore plus de l'amplitude des mouvements à l'avenir. Comment faire travailler ces stablecoins? Alors pour les plus débutants qui nous suivent, un stablecoin c'est une crypto-monnaie qui est adossée à l'euro ou au dollar. En gros, une unité égale 1 $. On pourrait se demander pourquoi se positionner sur ce genre de crypto-monnaie, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'elles explosent à la hausse, et vous avez bien raison, mais c'est simplement le fait de pouvoir sortir des crypto-monnaies volatiles, comme Bitcoin, Ether ou les autres, tout en restant en crypto-monnaie. Échanger du Bitcoin contre un stablecoin, ça a au moins l'avantage qu'à tout moment, vous pouvez faire demi-tour et racheter une nouvelle crypto-monnaie si vous estimez qu'il y a un bon point d'entrée et qu'il y a une bonne opportunité à saisir. En attendant, on a souvent des stablecoins qui dorment, et en ce moment, surtout quand les crypto-monnaies sont aussi volatiles et partent à la hausse, il y a une rémunération très intéressante. Soyez prudents. On peut littéralement trouver des 20, 25, 30, 40% d'intérêt par an sur les stablecoins en ce moment. Souvenez-vous bien qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Quand vous commencez à percevoir 30 ou 40% d'intérêt par an sur vos stablecoins, c'est que vous portez un risque réel, même si vous ne vous en rendez pas compte. Je vous partage ici 3 plateformes que j'utilise, du plus ou moins risqué. Pour vos stablecoins, notamment USDC ou USDT, qui font partie des plus connus, j'utilise la plateforme AAV, avec des rendements qui vont varier en ce moment entre 5 à 12% par an d'intérêt. Attention à ce que vous allez voir quand vous allez vous connecter au site. Le rendement que vous voyez, c'est un rendement affiché à l'instant T. Je vous affiche à l'écran la courbe de l'évolution de ces rendements. Des fois, il passe de 4% à 12% avant de revenir à 5%. Ce qui est intéressant, c'est la moyenne de ce rendement et pas forcément ce que le site va vous afficher tout de suite ou dans 15 minutes. On peut souvent obtenir plus de rendement qu'en allant simplement prêter sa crypto-monnaie sur ce genre de plateforme, mais plus vous allez commencer à jouer dans des stratégies complexes, plus vous allez prendre de risques. Si vous avez du DAI, j'aime également la plateforme Spark, qui en ce moment va offrir entre 8,5 et 9,5% d'intérêt. Vous avez quand même le risque du PEG, c'est-à-dire de la stabilité de la valeur de ce fameux stablecoin, et ensuite du protocole, c'est-à-dire du smart contract, qui permet les prêts et les emprunts. Malgré tout, j'estime que ces deux protocoles font partie des plus gros, des plus anciens et des plus stables aujourd'hui, notamment quand on regarde les volumes qui sont déposés sur ces plateformes et qui se comptent aujourd'hui en dizaines de milliards de dollars. Si vous voulez regarder mon ancienne vidéo, notamment sur les plateformes de prêt et d'emprunt, je vous apprends à faire des boucles, c'est-à-dire à utiliser ces prêts que vous avez faits et qui vous génèrent des intérêts comme capacité pour réemprunter de la crypto-monnaie que vous pouvez reprêter pour optimiser encore un petit peu et augmenter un petit peu vos rendements. Mais ça retombe dans ce que je viens de vous dire. Ce sont des stratégies un peu plus risquées qui, naturellement, vous permettent de gagner plus en prenant plus de risques. Il n'y a pas de magie. Dernière plateforme, et je leur fais un petit clin d'œil parce qu'il y a beaucoup de francophones dans l'équipe, il s'agit de la plateforme Morpho. Pour le coup, vous pouvez aller chercher des rendements bien plus hauts. Surtout en ce moment, puisqu'ils donnent un boost d'intérêt avec leur propre crypto-monnaie. Vous pouvez donc prêter de la crypto-monnaie et obtenir des rendements qui vont jusqu'à 20, 25, 30%. Attention, j'insiste vraiment là-dessus. Il s'agit de stratégies
plus poussée. Des fois, la crypto-monnaie que vous allez prêter, ce n'est pas la crypto-monnaie qui va être conservée en collatéral vis-à-vis de ce contrat, et donc vous allez vous exposer à plein d'autres crypto-monnaies et à plein d'autres risques. Moi-même, dans mon portefeuille de stablecoin, je n'utilise qu'une petite part de mes stablecoins sur ce genre de stratégie. En attendant, bien que plus risquées, il faut le reconnaître, elles sont vraiment plus rentables. Voilà de quoi optimiser tout ou partie de vos stablecoins, et si vous avez une grosse surface, je vous le rappelle, toujours exposer un minimum de la quantité au plus gros risque que vous êtes prêt à prendre et évitez de tout mettre sur un seul stablecoin et sur un seul protocole. Diversifiez votre position et ne vous dites pas que parce que c'est un stablecoin, il n'y a jamais aucun problème. Le passé nous l'a déjà prouvé, c'est faux et ça arrive même au plus gros. Pour terminer, est-ce que ce cycle est différent des précédents? Je pourrais très honnêtement arrêter la vidéo là en vous disant oui, parce que tous les cycles sont différents. Et je comprends qu'on a envie d'entendre cette question en se disant que ça va vous permettre d'anticiper ce qui peut se passer au regard de ce qui a déjà eu lieu en 2021 ou en 2017, mais c'est pas aussi simple. Si on regarde 2013 et 2017, il y a eu une hausse. Elle a pris plus ou moins longtemps à arriver, et quand Bitcoin a atteint une certaine valeur, il a ensuite décroché et n'a pas réatteint cette limite avant le prochain cycle. Mais si on regarde en 2021, il y a eu une hausse, il y a eu une correction violente de presque 50% en plein été 2021. Pour beaucoup qui regardaient notamment le cycle de 2017 et de 2013, c'était fini, c'est-à-dire qu'on allait devoir attendre 3-4 ans avant d'avoir un nouveau plus haut, et c'est quelques mois après, en fin d'année 2021, que Bitcoin a rebattu son propre record de la même année pour franchir les 64 000 $. Ça avait surpris beaucoup de monde, qui s'attendait à avoir des cycles qui se ressemblent énormément. Si on regarde aujourd'hui 2024, c'est encore totalement différent. Pour la première fois, on a Bitcoin qui a battu son précédent record avant même qu'il y ait le halving. Ça n'était jamais arrivé. Même en 2021, il a fallu attendre le halving pour voir Bitcoin toucher un nouveau record. Tout ça précipité par l'ETF de BlackRock, notamment les ETF spot sur Bitcoin, qui ont fait rentrer beaucoup plus d'argent de la finance traditionnelle qu'attendu. En plus de ça, il y a eu le halving, et après ça, Bitcoin est venu franchir un nouveau record une seconde fois, notamment après l'élection de Donald Trump, qui s'était annoncé comme fervent défenseur des crypto-monnaies. Beaucoup de gens guettent le mois de janvier. Janvier, c'est l'investiture de Donald Trump. C'est le moment où on va pouvoir comparer beaucoup de ses promesses avec les réelles actions qu'il va mettre en œuvre, et on va voir si ça soutient réellement les crypto-monnaies, ou si au contraire, le moment fort des cryptos, c'était en imaginant avoir un nouveau président des États-Unis qui apporterait encore plus de soutien aux cryptos. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour certains, le bull run dure déjà depuis bien longtemps. Pour d'autres, Bitcoin a tapé son premier record et n'en tapera pas de second. Et pour d'autres, on va voir un nouveau record dans les mois qui viennent. Un truc qui est sûr, généralement et historiquement, les cycles de hausse viennent après le halving et durent 4 à 10 mois. Dans cette perspective, évidemment, que ce soit pour Bitcoin ou pour les plus petites crypto-monnaies, on a quelques mois devant nous et on peut imaginer de nouveaux records pour enregistrer des performances. Encore une fois, il n'y a que les investisseurs qui imaginent le pire et se préparent à ce dernier qui sont capables de couper leur position quand ils voient que le marché tourne au vinaigre. Le reste, ce ne sont que des bases d'éducation, de réflexes, des indicateurs à regarder qui permettent de voir s'il y a de la liquidité qui viennent plus des particuliers ou des institutions, et surtout le suivi journalier, petit à petit, de l'évolution de ce dernier. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les alt seasons, ou dans les derniers mois quand on a vu que tout s'alignait petit à petit sur Bitcoin. C'est un petit peu particulier dans le sens où je donne beaucoup de mes convictions personnelles avec aucune certitude, bien évidemment. Et cette vidéo est un peu moins formelle parce que je me dois de répondre à ces questions parce qu'elles reviennent en nombre sur tous mes réseaux sociaux. Si jamais l'une de mes positions ou un avis change fortement, je vous le dirai dans une de mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à partager si vous n'êtes pas d'accord parce que pour le coup, je côtoie beaucoup d'investisseurs qui ont des positions très différentes et des convictions qui ne sont pas en accord avec ce que je viens de vous dire. Et c'est ça qui donne de la valeur au débat. Que je sois d'accord ou non avec la finalité de la pensée, je remonte systématiquement les commentaires les plus pertinents. N'hésitez pas donc à vous exprimer dans l'espace commentaire, il sert à ça. Je viendrai liker pour remonter les informations les plus pertinentes pour que vous puissiez vous-même nuancer votre point de vue en allant lire l'espace commentaire. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!